Merci Karine pour cette belle chanson et merci à Plume pour la chorégraphie. Mesdames, Messieurs, donc accueillons Samuel Ducrot-Henry, candidate du Bloc québécois à l'investiture Laurenti-de-la-Belle et créatrice de ce magnifique site qui nous héberge donc ce soir, un parc d'activités équestres. Merci. Merci beaucoup. Voilà, la vie est un vent de fraîcheur et elle nous surprend toujours, même quand on n'y croit plus. Un peu de fraîcheur en politique, c'est pas courant. Alors, merci à Plume. Écoutez, c'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir. C'est une soirée que j'estime intime et précieuse. Ça nous laisse un petit peu de temps entre nous. Je pense que j'ai une biche qui est en train de se servir allègrement. Excusez-la. Bon, malheureusement, c'est un animal de la faune et on ne peut pas vraiment l'empêcher. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ce soir, c'est un moment privilégié pour prendre le temps de se connaître. Prendre le temps un petit peu de vous partager un parcours qui était celui, en tout cas ma biographie, qui était un parcours un petit peu atypique jusqu'en politique et jusqu'à l'indépendance. Je vous dirais qu'une façon générale, je pense que la politique s'inscrivait assez logiquement dans mon parcours de vie. Il y a 20 ans maintenant que je suis arrivée au Québec et ça a vraiment changé ma vie. Pour tout vous dire, lorsque j'ai débuté en politique, c'était maintenant en 2012, à l'occasion d'une rencontre un petit peu magistrale avec Jean-Martin Houssan, qui est économiste de formation et l'homme politique qu'on connaît, ancien député de Nicolet. Je vous dirais que je me gardais bien de prendre position jusque-là. Peut-être en tant qu'immigrante, je suis arrivée au Canada, comme je vous disais, il y a une vingtaine d'années. Je voulais prendre le temps de bien comprendre cette société qui m'accueillait, mais dans laquelle je souhaitais contribuer sans déranger et en offrant le meilleur de moi-même. Et au fur et à mesure que j'ai habité ce pays, que j'ai fréquenté sa population, que j'ai été touchée au cœur par sa culture, il m'a apparu évident qu'il y avait une nation ici, parmi nous. Il y avait une nation forte qui devait prendre sa place à la table des nations. Alors je vais vous relater un petit peu mon parcours de vie, histoire de mieux se connaître. Et ça va être ponctué, on va dire, de sauts anachroniques. Mais ça nous donnera l'occasion éventuellement d'interagir entre nous. Et puis, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça me fera grand plaisir de vous répondre. Alors, ce soir, peut-être simplement faire un petit retour sur ma biographie, qui est, comme je vous disais, particulière dans le sens où j'ai grandi à Paris. Vous entendez, mon accent me trahit à peine. Sans doute mourrai-je avec cet accent, même si j'y travaille. Je travaille mon accent québécois à l'occasion. Mais quoi qu'il en soit, il faut comprendre qu'à 18-19 ans, j'ai fait le choix du Québec. Ça veut dire que j'ai quitté les miens. J'ai eu le plaisir d'avoir ma mère aujourd'hui ce soir, qui est arrivée il y a 2 jours maintenant de France, mais ma famille est rarement présente. Et à 18-19 ans, quitter tout ce qu'on a pour un nouveau pays, c'est tout un défi. C'est pas changer d'appartement, c'est oublier complètement les réseaux, les familles, etc. C'est se construire, c'est s'enrichir et c'est assumer ses choix. Alors j'ai quitté la France pour le Québec et je dois vous relater avec émotion qu'en 1995, je pleurais à chaudes larmes, vraiment, le jour des résultats du référendum. Quelques dixièmes de points seulement, on est passé à ça, d'avoir une nation fière, entière, autonome. Et c'était très attendu en Europe et ailleurs dans le monde. Le rendez-vous n'a pas eu lieu, mais pour moi c'était clair, c'était partie remise. Donc lorsque j'ai par la suite débuté mes études ici au Québec, il était évident pour moi que je souhaitais un jour y prendre part à ce mouvement d'indépendance. Je vais peut-être sauter quelques titres un petit peu comme ça, pêle-mêle, mais juste pour situer un peu mon parcours professionnel. Je suis professeur-chercheur pour l'Université du Québec. Je dirige donc un campus qui est situé à Montréal. Je travaille essentiellement au niveau de la recherche et de l'enseignement autour des jeux vidéo. En réalité, je contribue à réaliser des simulateurs, que ce soit pour des questions de sécurité civile. Par exemple, j'ai eu l'occasion de faire un simulateur avec la police de Montréal. Que ce soit aussi pour des considérations médicales en cyberpsychologie avec des psychocliniciens. On réalise des simulateurs pour aller travailler les émotions des jeunes enfants. Et également au niveau de la création et de l'interactivité, ce qui m'a amené à l'aube de ma quarantaine, je dirais dans 2 ans, j'aurai 40 ans, à concevoir ici aussi un environnement comme entrepreneur, ici au sein des Laurentides, qui soit très axé sur les technologies comme vous pouvez voir. Donc ce parcours de professeur-chercheur s'est ponctué d'un doctorat donc en 2010, avec une thèse un petit peu particulière sur un domaine que sans doute vous connaîtrez très peu, qui s'appelle le serious gaming.
Voilà, c'est particulier, mais je pense faire partie des 5 chercheurs internationaux francophones spécialisés sur la question des serious games. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo sérieux? Ça peut arriver, ça a l'air un peu paradoxal. Ce sont des jeux vidéo qu'on utilise à des fins pédagogiques, thérapeutiques ou de formation, tout simplement, à des fins formatives. Je vous dirais que la thèse que j'ai déposée, qui s'appelle « Les tribus ludiques », a été formidable et sera très utile au niveau de mon parcours politique, parce que pendant plus de 10 ans, j'ai suivi des jeunes qui avaient 15 ans lorsque j'ai débuté, jusqu'à leurs 25 ans lorsqu'ils étaient à ce moment-là diplômés comme ingénieurs. Ce sont des jeunes qui hantaient des sous-sols d'églises et des gymnases dans le cadre de phénomènes qui s'appellent les sports électroniques, les LAN parties. Ce sont des grosses compétitions où nous avons des centaines et des centaines de jeunes hommes, essentiellement 90% des garçons, qui arrivent avec des ordinateurs, qui se connectent entre eux et qui vont s'affronter à travers des parties de jeux vidéo pendant 3-4 jours. Ils s'endorment sur les claviers, ils ont toujours une joue qui est incrustée d'une touche, ils mangent de la pizza, ils dorment pêle-mêle par terre, etc. Donc c'est, on dirait, une jungle au milieu de la ville. Et ces jeunes-là, ils m'ont appris plusieurs choses. Ils m'ont appris qu'à contre-courant de tout ce qui se disait au niveau des jeux vidéo, il pouvait y avoir de gros élans de socialisation chez les jeunes à travers la technologie. Donc des jeux vidéo qui rassemblaient. Ça a amené plusieurs journalistes et très vite, la plupart des médias à me poser beaucoup de questions par rapport à ça, puisqu'à travers cette analyse des jeunes hommes de 15 à 25 ans, j'ai découvert que les enseignements, la pédagogie, la formation et la socialisation dont ils ont tiré de leur expérience pouvaient être utilisés dans les milieux universitaires et les enseignements supérieurs. En 2010, j'ai déposé un brevet qui s'appelle en fait le LAN pédagogique, et je me suis inspirée de cette interconnexion d'ordinateurs de jeunes pour faire une proposition pour l'enseignement supérieur et nous permettre de faire des économies considérables en faisant de l'enseignement un cours sur 5 à distance, de façon à alléger nos structures. Avec des collègues de l'Université de Lyon 3, nous avons donc fondé ce qui s'appelle l'Université Nuage, une structure d'enseignement supérieur qui permettrait d'être, par-delà les institutions et la compétition entre les universités, un enseignement facultaire par discipline. Les meilleurs sociologues au monde, issus de Harvard, de Sorbonne, de McGill, les meilleures disciplines ou cours au monde. Et l'idée, c'est vraiment de décloisonner pour enseigner avec les plus grands esprits sur les disciplines pertinentes. Tout ça à distance. C'est ce qui m'a amené à rencontrer Jean-Martin Haussan et bien sûr, finalement, à ce qu'il m'invite à prendre part à la campagne en 2012 sur cette proposition d'enseignement, puisque sur la plateforme d'Option Nationale, la gratuité scolaire faisait partie de nos mandats. Je l'ai vécu en France et je suis la première à considérer que c'est vraiment une force et que c'est tout à fait possible et plausible de prôner la gratuité scolaire. Donc, c'est une petite parenthèse. Parallèlement à ça, bonsoir Plume, peut-être une question. Parallèlement à ça, il m'est arrivé, je vous dirais, aux alentours de 2010, toujours dans ces années-là, nous avons eu à proposer en fait à plusieurs villes de la Couronne Nord, avec mon mari, nous avons donc proposé un plan d'affaires. Qui est-ce que vous habitez aujourd'hui? Une proposition de parc d'attractions équestres, à l'origine proposée à Mascouche, où j'ai une petite ferme, et le projet à l'époque avait été présenté à M. Marcotte, le très connu M. Marcotte, le maire de Mascouche. Pour toutes sortes de raisons qui vous surprendront peut-être, le zonage de ma propriété a changé et je n'ai pas pu faire mon développement au profit d'une industrie de pierre qui s'est installée à 3 mètres de ma chambre. Donc il y avait des curiosités au niveau de l'urbanisme à Mascouche qui ont empêché le développement du projet que vous voyez ici, qui devait donc s'établir à 15 km de Montréal. Je vous dirais que la vie est plus enrichissante lorsqu'on fait fi des défis et qu'on arrive à passer par-dessus pour créer quelque chose d'encore plus beau. Alors nous avons présenté le projet que vous voyez à Sainte-Julienne, à Rodonne, toute la Couronne Nord, les grandes villes. Et au final, à Sainte-Marguerite, c'est un urbaniste, M. Martin Léger, qui a été tellement étonné par le plan d'affaires qu'on proposait. C'est pas très courant, un parc d'attractions équestres, qui nous a littéralement couru après et nous a dit « On veut absolument vous avoir, Sainte-Marguerite a besoin de vous, ce village est dévitalisé, on est en perte d'emploi, installez-vous chez nous, on va vous aider. » Et en effet, il nous a aidé en fait, à trouver une propriété adéquate avec des zonages qui correspondent bien à la législation municipale. Et nous avons pu bâtir ici, avec toute ma famille, ce théâtre. Alors ça, c'est la première étape, ce théâtre-là. Mais c'est pour vous expliquer que l'objectif, c'était de faire la démonstration, aussi bien au niveau politique qu'au niveau professionnel, qu'on peut défier et réaliser des rêves, on peut défier vraiment les embûches. Et de ce projet, la Chevaleraie, que vous voyez aujourd'hui, une 20aine d'emplois ont découlé.
Donc ce sont des artistes de la région qui prennent part ici au développement des spectacles. Nous avons plusieurs intervenants aussi dans le zonage immédiat qui bâtissent pour nous, qui entretiennent ici les bâtiments, qui nous aident avec les animaux, etc. etc. Nous avons beaucoup de personnel qui ont pris part à cette aventure et on en est très fiers. Vous savez, je suis persuadée que les grands hommes et les grandes femmes politiques sont ceux qui, par-delà les promesses, font la démonstration de ce qu'ils savent faire. Par-delà la promesse, c'est de prouver ce qu'on est capable de faire en regardant déjà ce qui a été bâti. Donc c'était important pour moi de prôner l'entrepreneuriat en faisant la démonstration concrète ici avec ce qu'on a implanté. On parle quand même d'un investissement d'un peu plus de 2 millions de dollars sur le site de Sainte-Marguerite. Voilà, je ne peux pas vraiment cacher une partie de ma vie qui me rattrape. Donc je voulais vous dire que donc, à côté de ces chapeaux un petit peu de professeur et puis d'entrepreneur, il y a une partie coup de cœur que je ne vous cacherai pas parce qu'on est dans un théâtre, mais il est un petit peu particulier, il n'est pas comme les autres. C'est un théâtre équestre. Pourquoi? C'est parce que je vous dirais que les animaux font partie intégrante de ma vie, probablement ont contribué à ma personnalité aussi. Ils me touchent, ils nous rendent certainement plus humains. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils font partie de notre projet aussi d'entreprise. Et nous avons défini ici le site en partie comme un refuge pour les équidés, pour les chevaux. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque j'avais, je pense, ma mère pourra me contredire, mais je pense que j'avais 4 ou 5 ans déjà, je voulais être écuyère de cirque. Alors on m'a dit, comme à tout le monde, fais tes preuves, sois donc une professionnelle qui gagne sa vie, nous reparlerons un petit peu de tout ça. Et je pense que 25 ans plus tard, devenue professeur, devenue docteur, je me suis dit, bon, il est temps de passer à l'acte. J'ai donc, avec mon premier chèque de paye, acheté un cheval, une petite jument qui vous verrez en spectacle si vous venez à l'occasion aux opéras équestres. Ce que ça m'a appris, c'est qu'il est tout à fait possible d'aller jusqu'au bout de nos rêves. Il faut faire certains sacrifices, il faut faire preuve de patience, et il en est pareil pour l'indépendance. 20 ans à espérer ce rêve d'avoir un cheval, combien d'années encore pour le pays? Mais il ne faut pas lâcher prise, on va y arriver. Lorsqu'on a bâti ce projet ici, on avait 3 chevaux, il y en a maintenant 30. Sur les 30 chevaux ici, 10 sont des chevaux qu'on a rescapés de l'abattoir. Certains nous ont été donnés en adoption, parce que pour toutes sortes de raisons. Parfois des maîtres qui étaient frappés par des maladies comme l'Alzheimer, d'autres personnes qui étaient en perte de moyens financiers. On faisait appel à nous pour sauver ces animaux. J'ai comme particularité en tant que personne de vouloir optimiser toute situation pour que ça prenne un sens et que ça parle à tout le monde. Donc en sauvant ces chevaux, ce que j'ai voulu aussi démontrer, c'est qu'ils avaient une bien plus belle place en tant qu'animaux vivants qui pouvaient toucher les cœurs que dans nos assiettes. Et c'est pourquoi le tiers de cette cavalerie prend part au spectacle lorsque c'est possible, lorsqu'ils ne sont pas trop handicapés. Les chevaux sont intégrés et réhabilités dans le cadre du spectacle. J'ai mon garçon qui vient de faire une petite surprise. Alors ça m'amène à parler d'un volet particulier de ma vie, parce que je pense qu'on ne pourra pas le cacher. Je suis maman, avec mon mari Geoffroy qui est à la direction technique et que je salue. C'est grâce à lui ce soir qu'on pourra apprécier tout ce visuel, tout cet audiovisuel et la gestion de tout ça. Donc lorsque nous avons emménagé en 2011, Rubens est arrivé, je pense, une semaine après qu'on ait défait les cartons. Donc ça a été un moment assez chaud au niveau professionnel, personnel, familial, etc. De s'installer ici, de bâtir tout ça, de prendre position, de sauver des animaux. Il s'est passé beaucoup de choses en même temps. Ce qui pourrait amener certaines personnes parmi vous à se poser des questions. Mais comment fait-elle? Alors on m'a posé la question tout à l'heure. Je vous dirais que j'ai certainement des journées de 36 heures. Sans doute... Non, mon petit secret, c'est que je ne cuisine pas. Mais pas du tout. Mais plus concrètement, en réalité, je vous dirais que c'est une particularité chez moi d'avoir toujours travaillé à développer plusieurs projets en même temps. Ça a été, je vous dirais, ce qui a permis jusqu'ici de mettre de front aussi bien le milieu professionnel que personnel. Ça a été d'avoir à la fois un pied dans le virtuel, comme professeur, et d'être très très ancré dans le quotidien, ici, avec les animaux, puis avec les projets qu'on menait avec nos employés et nos collaborateurs. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a une particularité à mon parcours qui sera au niveau équestre et par la suite qui pourrait faire écho. C'est qu'en 2006 et en 2008, j'ai été athlète internationale pour le Canada, malheureusement pas pour le Québec, bien que l'équipe dans laquelle je prenais part était complètement composée de Québécois. C'était pour un sport qui s'appelle le horseball, c'est un sport équestre d'équipe. Et donc on partait en 2006 pour Buenos Aires avec l'équipe du Canada, puis en 2008 pour le Portugal à Ponte de Lima. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour avoir beaucoup fréquenté des athlètes,
Nous avons une persévérance et une capacité d'endurer en fait les difficultés lorsqu'on travaille à haut niveau sportif, qui permettent d'aller vraiment au bout de nos objectifs, puis de dépasser les limitations. Et ça, ce sont des forces de caractère que je souhaite vraiment mettre au service de la politique. Alors ce soir, on parle un petit peu de façon intime, c'est rare qu'on ait l'occasion d'avoir un petit groupe comme ça privé, mais ça permettrait peut-être de comprendre un petit peu synthétiquement pourquoi cette vie est aussi, je dirais, foisonnante, mais intense au niveau de mes activités. Donc, on revient un petit peu à la boucle. En 2012, je rencontre Jean-Martin Haussant. Nous sommes charmés l'un et l'autre par le côté très pratique et pragmatique au niveau du discours sur l'économie. Et à ce moment-là, je comprends vraiment qu'on a affaire au niveau historique et au niveau, je dirais, à la fois socioculturel pour le Québec, mais aussi au niveau du marché international. On est dans un contexte historique qui nous permettrait vraiment d'aller vers l'indépendance en delà de peut-être 5 ans. Pourquoi? C'est parce qu'on est dans un parcours global en ce moment, on appelle ça la globalisation. Une concentration des marchés, une recherche des ressources rares et précieuses, et ce ne sont pas que des minerais rares, c'est aussi l'eau maintenant, l'eau douce, c'est aussi tout ce qui s'inscrit en termes d'énergie, qui permettent de mettre vraiment le Québec en chef de file parmi les quelques rares nations privilégiées comme on l'est au niveau de nos terres, de nos forêts et de nos eaux. Nous pourrions vraiment nous tailler une place de maître. Et c'est ce discours très économique, très axé sur les chiffres de Jean-Martin Haussant qui m'ont vraiment convaincu. Alors je vais prendre un petit moment pour vous montrer maintenant peut-être un petit peu de visuel par rapport à mon parcours, parce que les mots endorment, mais les images frappent. Si nous pouvions faire un petit tour du côté de ludisme. Faire un petit tour ici sur le site. Voilà. Ça, c'est le site de recherche que vous aurez peut-être l'occasion de fréquenter si vous voulez en savoir un peu plus sur mes travaux comme chercheur. En 2011, je remportais le prix Chercheur Étoile qui permet en fait de saluer les personnalités qui ont su se démarquer par un apport considérable pour le milieu de la recherche. C'était remis par la conférence des recteurs et directrices des universités du Québec au Palais des Congrès. Alors, ça a porté sur un projet que je vais vous montrer peut-être en quelques instants au niveau vidéo, peut-être du côté du LAN Parté. C'est une contribution qui s'est passée en classe avec mes étudiants. Donc j'enseigne à des étudiants de 19 à 25 ans à l'université, pour ceux qui sont les plus jeunes à nous rejoindre sur les bancs du premier cycle. C'est un enseignement qui se passe à l'origine dans les départements d'éducation. J'ai été rattachée au département d'éducation du CAT. Désormais, je suis rattachée aux nouveaux médias. Alors, on va prendre un moment pour découvrir une des contributions que j'ai faites en tant que chercheur, c'est de développer un brevet qui utilise des jeux vidéo existants et les transforme pour en faire des outils très concrets, très modernes, pour répondre aux besoins de la société. Alors ceci, c'est une innovation au niveau de la sécurité routière. Et mon mandat, parmi ce que je vais vous présenter là, c'était est-ce que l'on peut changer le comportement des jeunes conducteurs sur l'autoroute et sur les routes en général? Est-ce qu'on peut influer sur les comportements émotifs comme la rage au volant? Alors on va regarder un instant la proposition à partir d'un jeu vidéo qui a été détourné. Pour avancer un petit peu, je pense qu'on est en train de reprendre la vidéo au départ. Restez courtois, ils le disent sur les autoroutes. Tu fais tes stops, Tout le monde fait ses stops. Bon, il y a un piéton qui est tombé dans l'eau. Ça va, ça fonctionne bien? Oui. Ok, excellent. Tu disais, Yannick, ton circuit est assez simple? Ouais, ça va assez bien suivre. Ouais. Toi, t'es en filature? Non, moi, je suis en autoroute. Dans le fond, je passe sur l'autoroute. Ok. Valérie, tu fais quoi? Débutant 2. Et la police là-bas? Tu as police au papier. Donc tu l'attends en fait. Ouais. Tu l'as croisé déjà? Ouais, il est passé, il va repasser. Ok. Frédéric, oui. Toi tu... Je suis la grande. Ok, donc tu suis prêt. Jusqu'ici ça se passe bien? Oui, mais nous avons ici qui nous font changer. Ah, ouais. Donc c'est un examen en conditions réelles.
Le professeur, nous étions dans l'interface pour observer ce qui se passait avec les jeunes conducteurs. On va éventuellement suspendre là. Donc juste pour vous expliquer un petit peu, et je pense que d'une façon générale, nous pourrions beaucoup, selon nos expertises en politique, contribuer aussi à répondre à des besoins ponctuels dans la société. Évidemment, je me présente aux élections fédérales et le mandat d'un député au niveau fédéral est bien moindre que celui d'un député au niveau provincial. N'empêche que nos parcours et nos biographies, nos expertises doivent vraiment contribuer concrètement à la société. Alors ce que je vous présente là, c'est un exemple en fait, est-ce qu'on peut revenir juste sur l'image ? C'est un exemple concret de ce qu'on peut faire pour changer un peu notre quotidien en mettant juste en place des relations pour que justement des innovations puissent aller se rendre vraiment jusqu'au terrain. Donc ici, c'était donc un simulateur qui nous a permis de dépister 2 cas de comportement un peu agressifs au volant dans la classe. Nous avions 20 participants, 10 d'entre eux avaient un parcours routier qui allait entrer en conflit avec le parcours d'un autre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, à un moment donné, à la 2e et 3e frustration, les personnes s'interposaient dans la classe et s'interpellaient. Ce qui a été entièrement filmé, puis discuté par la suite, et le tout observé par un moniteur d'auto-école, comme vous avez pu voir. Alors ça, c'est une innovation qui est vraiment très concrète et qui peut sauver des vies, parce qu'on est capable, à ce moment-là, en tant que pour le moniteur, d'intervenir pour recadrer sur un problème d'interprétation du code, avec une véritable immersion qui nous met à l'épreuve au niveau émotif. Lorsqu'on développe des projets comme ceux-là, alors ça c'est de mes toutes petites disciplines modestes, j'ai envie de dire, comme contribution, mais nous sommes très nombreux comme chercheurs à développer des projets comme ça peut concrètement changer la société, et malheureusement, souvent ces projets ne se rendent pas jusqu'aux instances politiques. Alors c'est intéressant d'avoir reçu ce regard de l'autre côté de la vitrine, du côté de ceux qui font, avant de pouvoir vraiment parler pour la société en général, parce qu'il y a toutes sortes d'innovations extraordinaires qui pourraient changer notre quotidien et qui parfois sont muselées en cours de route pour des intérêts financiers ou autres. Et on parle d'un projet qui coûte 2 000 $. Alors quand on nous saoule avec des projets de 20 millions, c'est vraiment des hérésies et malheureusement des enveloppes. Alors je vais tout de suite en fait poursuivre. Bonsoir, bienvenue. Je vais poursuivre en fait avec peut-être une aparté sur samuel.info, si on l'a. Sinon samuel.québec, mais voilà, samuel.info avec option. Sinon c'est pas grave, on va revenir directement sur samuel.québec. Au niveau simplement de la galerie, si on peut revenir un instant sur les photographies. Alors ça c'est intéressant, c'est le site sur lequel vous pourrez suivre un peu ma campagne, samuel.québec. J'ai pris l'initiative de vous présenter un agenda en temps réel des lieux que je visite pendant la campagne. Ça nous permet d'avoir vraiment un suivi en temps et en heure des actions posées, des événements que je vais courir et des endroits où vous pourrez me rencontrer. Par l'intermédiaire du site, vous pouvez entrer en contact donc, avec la candidate, vous pouvez poser vos questions, m'interpeller sur des questions importantes. C'est ce qui est arrivé, si on descend un petit peu plus bas au niveau des photographies. C'est ce qui m'est arrivé, je vous dirais, lorsque j'ai fait un tour du côté de Nominhingue, dont j'ai beaucoup parcouru aussi le nord, du côté de Mont-Laurier, Nominhingue, lac des Écorces. Nous avons posé un acte. En fait, l'entreprise a même été faire un événement bénéfice de façon à pouvoir vraiment faire un petit geste pour la population de lac des Écorces à l'occasion d'un rodéo assez connu. Et à cette occasion-là, on peut descendre un petit peu plus bas, j'ai pu rencontrer une jeune femme qui s'appelle Karine et qui m'a interpellée sur la question de l'assurance-emploi, qui est vraiment un sujet chaud, mais très chaud, et qui relève totalement des députés fédéraux. Elle m'a saisi une question qui m'a touchée, je pense qu'on pourra parcourir sinon les photographies. Elle me disait donc qu'elle se retrouvait finalement avec près de 2 mois de prestations en fait, complètement supprimées depuis l'année dernière, relativement à des nouveaux calculs qui ont eu lieu. Et dans ces calculs, en fait, on tient compte du taux de chômage dans la région des Laurentides de façon globale, et ça va toucher tout le monde, que l'on soit dans des milieux ruraux ou urbains, ce qui est clairement pas du tout la même réalité. Donc cette jeune femme qui a déjà 2 enfants et 3 emplois, dont 1 heure de route, un emploi qui l'amène à aller à Mont-Tremblant régulièrement, de Nominhingue à Mont-Tremblant, est incapable d'honorer ses horaires de garderie. Et actuellement, me saisissait avec beaucoup d'émotion de sa situation en me disant, voilà, moi, si ça ne se règle pas rapidement, cette histoire de prestation, je ne peux pas tenir une autre année avec 2 mois de salaire en moins, de prestations en moins. Je dois donc quitter la région.
Et ça, je trouve que c'est un constat déchirant pour des personnes qui sont là depuis toujours et qui, petit à petit, sont finalement chassées des terres qui les ont vues naître. Alors voilà un petit peu ce genre de position que je souhaite prendre. Je pense qu'il est tout à fait légitime et pertinent de demander des comptes à Ottawa sur cette fameuse prestation d'assurance emploi, ne serait-ce que parce qu'aucun centre local d'emploi n'est en mesure de me répondre est-ce que oui ou non vous tenez dans vos calculs en considération la présence des gens sur le bien-être social? Est-ce que oui ou non vous vous concentrez seulement sur les demandeurs d'emploi, ceux qui cherchent activement de l'emploi ou pas? Parce que selon vraiment ces réalités, y compris la réalité rurale ou urbaine, évidemment nous avons des personnes qui sont incapables de pouvoir trouver un emploi dans des tout petits villages à 1 heure de route des gros centres. Donc ça me semble urgent et criant de changer les règles du jeu de ce point de vue-là. Je vais me permettre en fait d'inviter à ce que le rideau se ferme pendant une petite période qui va nous être allouée sur plus précisément mon engagement pour le bloc. Je vous ai invité sur les tables en fait à trouver quelques petits dépliants qui faisaient grosso modo le parcours, relater un petit peu ma vie au niveau de la biographie et vous expliquer donc ces différentes implications comme professeur, chercheur, etc. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de comprendre ce qui se passe en ce moment pour les Laurentides. Je vais faire une espèce de portrait global. Lorsque l'on m'a approché au mois d'avril dernier, donc pour le bloc, j'étais, comme vous le savez, professeur, chercheur, jeune maman, entrepreneur, bien occupée et n'ayant pas vraiment beaucoup de temps à consacrer à la politique. Surtout, je vous dirais, depuis 2011, un certain écueil qui s'est déroulé avec donc malheureusement la défection de Jean Martin à la députation. Option nationale s'est quelque peu dissous. Par contre, les jeunes candidats qui ont pris part à ces élections-là, qui sont des gens comme moi, simples citoyens, parents, nullement politisés dans le sens partisan, mais très politisés dans le sens engagé comme citoyens, on est tous restés en contact et on avait tous très à cœur de prendre part à la société au bon moment. Je vous dirais qu'il y a un message clair qui s'est tenu il y a quelques semaines à peine avec le grand discours de M. Pellado. Et on sent depuis quelque temps vraiment un vent de fraîcheur qui arrive et qui est de bon augure pour, je dirais, un horizon de 2019-2020 pour le Québec. Plus précisément, au mois d'avril, donc, Mario Beaulieu, l'équipe m'approche en me demandant si je souhaite prendre part aux prochaines élections fédérales. Au début, je suis un petit peu perplexe parce que très occupée. Et par la suite, je réalise que la situation ne va pas très bien, qu'on est à 13% d'intérêt dans les sondages. Au niveau des Laurentides, je demande un petit peu le point et on me parle d'une situation au niveau des caisses qui est déficitaire malheureusement, d'une base militante un petit peu dissoute, d'un exécutif qui est plus vraiment actif et on me demande donc de reprendre un peu les rênes de tout ça. Je pense que c'est dans ma nature de me jeter tête baissée et plus c'est difficile et plus je fonce, mais c'est peut-être un ensemble de tous ces faits-là qui m'a fait dire oui et en effet relever le défi pour les prochaines élections. Par contre, la donne a bien sûr changé lorsque M. Duceppe a annoncé son retour à la chefferie. Et je vous dirais, je ne vous cacherai pas qu'il y avait une espèce de désengagement qui se faisait parfois avec notre chef très respecté, Mario Beaulieu, malheureusement quelqu'un d'extrêmement militant, mais qui malheureusement ne faisait pas toujours l'unanimité peut-être au niveau des médias, peut-être au niveau de sa verve comme chef de parti, alors que je trouve vraiment que c'est quelqu'un qui est convaincu et convaincant, vraiment quelqu'un à connaître. Quoi qu'il en soit, M. Duceppe arrive et c'est un grand bienfait au niveau des sondages, notamment pour le parti, et aussi je dirais l'annonce d'un avenir assez radieux et plus fier pour les prochaines élections. Avec son arrivée, arrive également, en fait, s'annonce une nouvelle candidate. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ça complique un petit peu les choses, puisque, évidemment, on se retrouve dans un contexte de double investiture. Alors, nous avons une investiture contestée avec la présence donc, de Mme Joanne Régimbald. Et évidemment, il s'est passé toutes sortes d'événements depuis 2 mois qui font que finalement, nous aurons une investiture qui se tiendra en 2 lieux pour respecter, dans le fond, la réalité à la fois urbaine et rurale dont je parlais, du comté. Donc, une investiture à Mont-Laurier ce dimanche à 15h et à Sainte-Agathe à 10h. Ce qui doit ressortir de cet événement-là, c'est très simple pour la démocratie, c'est qu'au moins on est actif et avec mon équipe, j'ai quelques personnes ici présentes qui savent le travail qui a été fait depuis 2 mois. On a vraiment battu le pavé, on est vraiment rentré dans les maisons et je suis très fière d'annoncer qu'on avait peut-être 225 membres aux alentours du mois d'avril. On est monté à 543 membres là présentement pour le bloc ici dans le Laurentides-Labelle. C'est vraiment un coup de chapeau qui est en tout cas à saluer.
Pour ma part, à ma connaissance, il y a une cinquantaine de cartes que j'attribue vraiment à l'équipe de Madame Régimbald, sans compter des anciens membres évidemment. Et nous avons probablement autour de 280 membres ou renouvellements de membres qui sont, comment dire, le fruit de notre travail. Donc ça, c'est quelque chose dont on est très fiers et c'est aussi de bon augure pour l'investiture, c'est sain pour la démocratie et c'est sain pour le comté. C'est une très bonne annonce aussi pour le bloc qui a toutes ses chances, je ne vous cacherai pas, dans Laurenti de la Belle, nous avons vraiment toutes nos chances. Maintenant, la campagne, elle ne va pas se faire n'importe comment, ni par hasard. Il y a, pour ceux qui sont informés, il y a de fortes chances donc, que Laurenti de la Belle fasse partie de ces comtés prenables pour le bloc québécois. Ceci dit, il y a deux choses à savoir. Il y a une vague orange majeure, et je vais en parler, qui a vraiment fait tomber justement un comté qui était de tradition bloquiste. Alors, c'est pas quelque chose qui est, qui est sorti de rien, c'est un point important à considérer, d'autant que notre candidat pour les présentes élections, c'est un urgentologue de 28 ans, qui se retrouve finalement, donc M. Landry, à être un praticien évidemment en service, qui présente tout à fait bien, qui j'ai envie de dire, un candidat très bien sous tout rapport. C'est à l'annonce de sa candidature qu'on est venu aussi me chercher pour que je fasse contrepoids en tant que aussi jeune mère de famille, active, entrepreneur, chercheur, etc. Donc j'ai envie de dire de ce point de vue-là, si j'ai le bonheur et je dirais le plaisir d'être candidate pour vraiment me confronter à M. Landry, ça va être une extrêmement intéressante campagne dans la mesure où elle va être tonique, elle va être dynamique, elle va être jeune et on est vraiment avec des candidats qui sont de très bons porte-parole pour le comté. J'ai dit avec humour à un journaliste, et c'était off, et finalement ça s'est retrouvé publié, que je trouvais que, sincèrement, je saluais bien ce candidat-là, mais que j'adorais les urgentologues aux urgences. Donc, c'est de bonne guerre. J'ai beaucoup de respect pour ce métier-là, mais je crois qu'après 5 à 10 ans d'études, en effet, le bien de la société, lorsqu'on a ces compétences-là, c'est aussi de pouvoir rendre, après une longue période d'études, à la société. Donc, quoi qu'il en soit, je vais être très tonique et dynamique sur le terrain. Je ne suis pas quelqu'un d'agressif, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller vers des consensus. En politique, c'est moins courant. Par contre, il est très aisé avec une attitude un peu comme ça, d'aller chercher une connivence sur les bonnes idées. Il y a des bonnes idées à aller chercher partout. Il y en a dans tous les partis. Et en effet, jusqu'en 2012, je vous dirais que j'étais apolitique. Pas que je ne m'intéressais pas à la politique, mais vraiment qu'au niveau des partis, tout ce qui était des intérêts un peu plus partisans ou dogmatiques, ça me faisait un peu horreur. Parce que je trouve qu'il y a de l'intelligence partout. Ce qui est regrettable, c'est qu'on ne puisse pas la rallier, toutes ces meilleures idées d'un petit peu tous les partis, pour en faire une espèce d'élan qui porte vraiment la société vers un mieux. Actuellement, les idées ne sont pas comme ça. Souhaitons que dans un cadre d'indépendance, au contraire, à ce moment-là, ça puisse se faire, parce que ce sera dans l'intérêt du pays. Et quoi qu'il en soit, en ce moment, nous sommes donc cantonnés à des positions. Alors, ce que j'aime dans le discours sur l'indépendance, c'est qu'on n'est ni de droite ni de gauche. On est pour un objectif clair, une nation, et une nation qui se porte bien et qui nous enrichisse. Comme je suis entrepreneur, vous vous douterez bien que le discours économique, il est capital pour moi. Mon objectif, c'est vraiment qu'en faisant l'indépendance, on s'enrichisse tous. On cesse les dédoublements de ministères. On cesse d'avoir justement, je veux dire, les déclarations d'impôts, ce sera un grand soulagement de ne plus avoir à les faire, ces doubles déclarations. Qu'on puisse s'enrichir aussi d'un juste retour sur nos ressources et la gestion des ressources. Et en tant que professeur attaché à l'UQAT, dans le Nord, je peux vous dire que les intérêts au niveau minier et de la foresterie sont énormes. Et malheureusement, les intérêts vont à l'étranger, plus souvent au fédéral, mais bien souvent à l'étranger. Donc malheureusement, il y a de l'ingérence un peu dans ces dossiers, et on l'observe aussi avec le plan Nord. Malheureusement, je doute fort qu'il y ait un juste retour pour la population. Il est très urgent de se réveiller, parce qu'on parle de globalisation, et pour éviter qu'on soit une anecdote touristique quand on visite le Canada. Au contraire, maintenant, il est temps que le Québec soit une vérité culturelle. Donc, je souhaite vraiment peut-être prendre quelques instants pour parler avec vous éventuellement et répondre à vos questions. J'essaie d'être brève pour ne pas être ennuyeuse, mais je souhaite vraiment peut-être avoir fait un petit tour de la question sur mes motivations, mes implications. Je peux vous dire aussi que dans la campagne, ce qui s'en vient, ça va être quelque chose d'assez tonique et original. Nous avons quelques idées de financement qui vont être à suivre de près par les médias. Ça va être une innovation nationale qui va certainement se passer ici au niveau du théâtre. Donc nous souhaitons vraiment inviter un maximum de chefs politiques sur le site et vraiment faire en sorte qu'il y ait une campagne de levée de fonds qui fasse beaucoup parler d'elle-même. J'espère que ça va donner un nouveau ton à la politique en général. Je vais garder ce secret, mais vous pourrez découvrir tout ça sur le site j'espère dans quelques jours.
puisque ce sera un événement qui pourrait se tenir aux alentours du 14 au 18 septembre, en entente avec l'équipe de Monsieur Duceppe. Je vous en dirai plus en étant investi, bien sûr. Évidemment, je ne vous cacherai pas que je souhaiterais vivement que vous votiez pour moi, mais je souhaite d'abord avoir à écouter ce que vous avez à dire et éventuellement à demander. Je suis d'abord là au service des citoyens. Et si malheureusement ça peut être un peu frustrant d'être député au niveau fédéral, parce qu'on finalement on traite des dossiers d'immigration, on va traiter quelques dossiers ici au niveau de l'assurance emploi, l'assurance chômage, il est quand même pertinent de savoir qu'un député au fédéral, c'est la représentation de la nation, y compris à l'étranger. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose qui est une reconnaissance, on est des porte-parole finalement d'une population, et je suis au regret de constater que la population n'est pas celle que je veux représenter. Elle est un ensemble, une très très vaste population, alors que je souhaiterais vraiment parler pour les Québécois. La seule façon de le faire, c'est par le bloc. La seule façon de le faire et d'arriver à l'indépendance, c'est de faire en sorte qu'on prépare au niveau législatif et à Ottawa une situation référendaire ou un mandat électoral, peut-être en 2019, c'est ce qui circule en tout cas, avec peut-être on va dire une percée du PQ dans ces eaux-là suite aux prochaines élections avec M. Pellado, c'est à souhaiter, et que nous soyons déjà là, en place, pour préparer le terrain dès Ottawa. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'incombe. Au niveau du comté, je souhaite vraiment être très active sur un grand nombre de dossiers dont je vous ai un petit peu parlé, l'assurance emploi, aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Et ce que je compte faire, c'est tout simplement développer des projets comme celui-ci dans tous nos villages le long de la 117, pour que de nouveau on crée de l'emploi, de nouveau on fasse venir nos familles, de nouveau on génère de la vitalité et que la richesse revienne aux Laurentides. Quand j'avais 13 ans, j'ai visité le Québec, et les Laurentides, j'en entendais parler depuis la France. C'est probablement la seule région du Québec, du Canada, dont j'entendais parler qu'il y avait un rayonnement international. Et je suis au regret, 20 ans plus tard, de constater que nombre de grandes enseignes, du bistrot Champlain, de l'eau à la bouche, de ces grands restaurants du secteur et autres qui ont fermé, démontrent qu'on a un appauvrissement dans la région. Il y a un essoufflement. Et malheureusement, il faut agir vite avant que justement on perde cette espèce de notoriété internationale. Alors je vais y travailler, c'est mon engagement. Je vous remercie, je vous invite à me poser quelques questions. Et s'il n'y a pas de questions, nous aurons des artistes. Souhaitez-vous me parler, je vous en prie. Je suis impressionné par votre présence. Et avec toutes vos contributions, ça serait une perte pour nous si vous partiez pour Ottawa. Qu'est-ce que vous allez faire là à Ottawa? Par bonheur, un député à Ottawa est aussi un député dans sa circonscription. Donc généralement, nous répartissons les temps de semaine et les temps de présence avec les sessions parlementaires. Généralement, c'est 2 à 3 jours qui vont se dérouler à Ottawa et le reste du temps dans la circonscription. Donc on souhaite rester très proche de nos élus et évidemment contribuer aux questions du terrain. Vous savez, on ne va pas se raconter la bonne aventure. Être député au bloc, c'est être un député d'opposition. C'est une voix qui se fait entendre et qui doit se faire entendre fort, qui a peut-être pas beaucoup de moyens, mais qui est une présence active pour le Québec. Je n'arrête pas de convaincre les concitoyens de voter bloc, pas nécessairement pour que ça me revienne, mais parce que c'est la seule stratégie pour que le Québec existe encore à Ottawa et que nos intérêts soient défendus. Une vague orange, ça va être une vague de consensus national, où il ne se passera vraiment plus rien pour le Québec. Je préfère 1000 fois encore avoir un Harper minoritaire avec une dizaine de députés bloquistes, excusez-moi pour le charmant lapsus, une dizaine de députés bloquistes qui, eux, vont parler fort pour le Québec. Et sachez que dans le cas d'un gouvernement minoritaire, ce qui est extraordinaire, c'est que cette dizaine de députés-là, ils ont un poids considérable. Et là, ça change la donne pour nous. Alors évidemment, je vais faire mes devoirs à Ottawa, mais bien évidemment, je vais rester sur le terrain ici la moitié du temps. Nous avons, et je vais garder la tradition de Madame Deschamps, ancienne députée, nous avions donc un cabinet ici à Sainte-Agathe, il y en avait un à Mont-Laurier. Je vous dirais que je vais probablement garder cette double réalité, parce que ça me semble important qu'on puisse parler pour Mont-Laurier, Nominingue, etc., qui ont, on va dire, une histoire totalement différente de ce qui se passe ici avec Saint-Sauveur, Sainte-Adèle. Et en gardant vraiment 2 bureaux, nous sommes capables, avec en fait, j'ai des alliés extraordinaires et très actifs. On va être capable de parler pour la population et de continuer de contribuer. Je dénonce et je regrette beaucoup d'inaction pour le comté depuis très 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 longtemps.
Je dénonce et je regrette également que le député sortant ait malheureusement eu des problèmes de santé, mais qui l'invalidait au niveau de sa contribution comme député au NPD. C'est regrettable pour la population, c'est encore 4 ans perdus. Alors maintenant, il est temps d'agir et je vais arriver en force de toute ma jeunesse, de toute mon expérience et de mon double agenda. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Est-ce que je peux vous passer le micro? Je voudrais faire un petit commentaire. Je crois que votre biographie et les choses que vous avez accomplies jusqu'ici sont un très bon argument pour ce qui est de l'investiture. Je pense cependant que le combat que vous avez à entreprendre devrait regarder davantage une critique systématique et je dirais même agressive de ce que Ottawa représente actuellement pour le Québec comme menace sur le plan de l'intégrité territoriale, sur le plan de l'utilisation de nos richesses cachées dans le sol québécois, sur le plan même de l'utilisation tous les jours de l'année de nos taxes payées à Ottawa, qui de temps à autre vont aider les gens qui font des bateaux à Halifax, les gens qui font des voitures en Ontario, mais jamais les Québécois qui sont pris, disons, avec des problèmes justement d'organisation du fleuve Saint-Laurent, qui sont pris avec le problème de... etc. Et je veux vous mettre en garde contre quelque chose. Je pense que votre ennemi ou adversaire, ici dans le comté, n'est pas ce jeune urgentologue, c'est vraiment Mulcair et peut-être derrière lui le dénommé Harper. Et c'est là, je pense qu'il faut que vous fassiez une critique orageuse des points de vue de ces gens-là pour convaincre les Québécois qui, comme moi, aspirent à l'indépendance, de se lancer à nouveau vers les boîtes de scrutin pour aller voter en faveur d'un homme ou d'une femme, en ce qui vous concerne, qui va défendre les intérêts tous les jours du Québec. Et à ce propos-là, vous avez fait une remarque sur la représentation du dénommé Morin. J'avoue que quand vous y pensez, c'était un néant. Je ne dis pas en tant qu'homme c'était un néant, mais politiquement, c'était un rien du tout. Et on n'a jamais entendu parler de lui, sinon dans des discours où la syntaxe de la langue française faisait des exploits d'erreurs incroyables. Donc, c'est pas ces gens-là qu'il faut s'en prendre, mais au poste. Je vous en prie, je vous remercie beaucoup. C'est extrêmement et extraordinairement bien dit et bien résumé. Nous devons quand même à ce député Morin $1 million en salaire pour n'avoir rien fait. Et je compte bien dénoncer ça. Et je vais vous dire que je reste très, pour le moment, je m'en tiens à une investiture dans 4 jours. Je me concentre pour ça parce qu'il s'agit vraiment de convaincre les gens d'ici du bien fondé de ma candidature, de ce que je vais faire pour les Laurentides. Mais il est évident, et je vais arriver de façon véhémente, je vais droit sur l'indépendance et je vais droit sur, en effet, notre adversaire. Ils sont 2. Peut-être M. Trudeau va éventuellement, gruger des voix à Harper, et c'est ce que je souhaite. Donc éventuellement, l'adversaire libéral est à considérer, mais moindrement par rapport à la tradition ici du Bloc. Mais il est certain que le NPD est à suivre de très près, parce qu'avec ce discours qui se vend à droite à gauche de façon trop diplomate pour faire un consensus, on est sûr qu'on ne nous garantit rien. Promettre tout, c'est ne rien garantir. Donc là, en effet, je vais arriver très fort là-dessus. Et en effet, le candidat, je souhaite bien le confronter en débat. En tout cas, je vais faire tous les bouleversements médiatiques qui s'imposent pour ça. Je pense aussi qu'il faut poser de grandes questions sur ce à quoi aspire la population des Laurentides à l'avenir. Nous avons, comme je vous disais, des défis très importants sur nos axes ici de la 117. Et je pense que l'indépendance est incontournable. On a vraiment 10 ans pour la faire, parce qu'après, on sera complètement dissous au niveau de la mondialisation. Et nos ressources sont très précieuses, très rares, et elles sont à défendre avant qu'il n'y en ait plus. Donc, comme je disais, je titrais, c'est l'indépendance, là, c'est vraiment vivre ou s'éteindre. C'est maintenant. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres partages, éventuellement? Oui, je vous en prie. Suite à monsieur, à tous les jours, on a des exemples qui viennent du fédéral dans l'empiètement sur nos droits. Encore hier, on voyait les pomiculteurs
qui risquent de perdre leur récolte. C'est des centaines de millions de dollars. À cause de qui? D'Ottawa, qui ont décidé une loi pour empêcher les immigrants de venir travailler. Mais c'est un travail saisonnier, et ça, ils ne comprennent pas. Et c'est ridicule. Mais des exemples comme ça, il y en a tous les jours. Il faut les dénoncer continuellement pour que les gens, la population, comprennent qu'on n'y arrivera jamais sans être vraiment indépendant. Je vous remercie beaucoup. Alors, vous savez, ça ne va pas se faire par hasard, l'indépendance. Il faut qu'elle soit structurée. C'est comme un plan d'affaires. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment lancée dans la course. Je pense qu'à partir du moment où on a un discours clair, avec un budget établi, qu'on a un plan de match avec un agenda, jour 1 de l'indépendance, jour 10 de l'indépendance, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, si on a quelque chose de structuré, de cohérent, et qu'on présente ça étape par étape à la population, vous pouvez être sûr que le jeune docteur que vous avez en face de vous en communication a un souhait, c'est qu'il y ait une émission qui soit la minute de l'indépendance à la télévision, pour qu'enfin on informe la population et qu'on casse le règne de la peur. Il y a malheureusement pas parmi nous ce soir un de mes militants préférés qui me soutient beaucoup, qui m'a proposé un slogan que j'adore, et c'est le suivant, il dit « Peur d'être mieux ». C'est la seule chose qu'on doit se demander maintenant. Est-ce qu'on peut encore se permettre d'avoir peur d'être mieux ?